voilà, moi je suis Sigrid Brisac et je suis directrice de l'ASBL Aidants Proches depuis bientôt 5 ans. Et donc l'objet de mon intervention, c'est finalement de rappeler un petit peu qui sont les aidants proches, ce que nous faisons au niveau de l'ASBL, et puis peut-être d'illustrer un petit peu mon intervention par quelques situations concrètes qui arrivent à l'ASBL. Alors, au niveau de l'ASBL, de qui finalement sont les aidants proches, il faut savoir qu'il y a à la fois une définition en Belgique qu'on va appeler plutôt société assez large et depuis un peu plus d'1 an, une définition juridique parce qu'il existe maintenant une loi qui reconnaît les aidants proches et donc qui a sa propre définition. Alors, nous, au niveau de l'ASBL aidants proches, on considère comme aidants proches toute personne qui apporte régulièrement son aide à un proche en déficit d'autonomie, mais en dehors d'une rémunération professionnelle et en dehors du cadre du volontariat. Ça veut dire que pour nous, quel que soit le profil de la personne qui est aidée, qu'on peut appeler aussi patient ou bénéficiaire des services d'aide, donc que ces déficiences finalement soient liées à du handicap, de la maladie ou du grand âge, que cette personne vive à domicile ou en institution, que le type de déficience soit plutôt cognitif, physique, moral, peu, entre guillemets, pour nous, importe. Et au niveau de l'aidant aussi, le profil est large, que l'aidant soit cohabitant ou pas, qu'il offre une petite ou une aide intensive, que la personne aidée soit en institution ou à domicile. Voilà, peu importe, pour nous, toute personne qui se reconnaît comme apportant une aide et surtout s'adresse à nous en général quand c'est un petit peu compliqué. Voilà, chez nous, c'est une définition assez large. On parle d'aide régulière pour sortir un petit peu des petits services de solidarité un petit peu naturels. Je coupe les cheveux de mon papa toutes les 6 semaines. Je ne suis absolument pas son aidant proche dans le sens où il est totalement indépendant et autonome. C'est juste une facilité, il n'a pas envie d'aller chez le coiffeur. Je ne me considère pas du tout comme aidant proche. On parle aussi que cette aide est apportée en dehors d'un contrat de travail, finalement, de tout document officiel qui contractualiserait l'aide entre la personne aidée et son proche. Et en dehors de toute rémunération aussi entre la personne aidée et son proche, et évidemment n'est pas aidant proche, en tout cas une fonction d'aidant proche, par exemple, un travailleur social, une aide familiale. Alors ils peuvent l'être à titre privé, mais leur action d'aide à la personne en perte d'autonomie, elle s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail, et donc on n'est pas dans ce cadre-là. On parle aussi du cadre du volontariat, qui est pourtant une aide qui est apportée aussi bénévolement, parce que pour nous, le volontaire qui agit dans le cadre d'une organisation, il peut le plus souvent, s'il souhaite arrêter son engagement, il peut arrêter. Et c'est un engagement, il y a de l'écho, je pense. Non, il n'y a pas d'écho pour vous? J'ai entre-temps, il y a de l'écho, effectivement, mais j'ai entre-temps reçu votre PowerPoint. Maintenant, effectivement, j'ai de l'écho. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a de l'écho. Tout le monde doit couper son micro, en fait, c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui générerait, moi je peux couper les micros, je vais couper les micros de ceux qui... Ah voilà, ça va, j'ai trouvé d'où venait l'écho. Je vais te couper un micro. Voilà, donc je peux partager mon écran si vous le souhaitez. Comme ça, je montre votre PowerPoint, ça va? Tout à fait. Voilà. D'accord, c'est parfait. Et alors, la deuxième slide, je propose peut-être après, je reprendrai là où j'en étais, mais la deuxième slide, c'est une campagne de sensibilisation que normalement, vous devriez pouvoir mettre play. Ah voilà, ok. Maintenant, le son, je ne sais pas s'il passera. Ah ouais, c'est ça. On va voir. De toute façon, vous avez le sous-titre, sinon. On va voir comment ça... Durant son temps libre, il fait ses courses de temps en temps après sa journée de travail. Elle a renoncé à sa carrière pour s'occuper de sa fille Lisa, atteinte de polyhandicap et qui demande beaucoup d'attention. Ses 4
découragements et coups de blues s'enchaînent et vous privent de repos et de vie sociale. Pour faire face à tout ça, vous n'êtes pas seul. L'ASBL Aidants Proches est à votre écoute et vous informe. Consultez le site aidantsproches.be ou appelez-nous. Parce qu'à force d'aider les autres, on peut aussi avoir besoin de soutien. Initiative de la Wallonie et de la COCOF. Voilà pour la petite vidéo qui voulait être une introduction. Et en fait, c'est un spot qui a été diffusé pendant 3 périodes cette année sur les chaînes radio et télévision francophones. Donc, vous l'aviez peut-être vu à l'époque. Il y a eu une campagne en avril-mai, une en juin et une ici fin septembre, début octobre. Donc voilà, c'était l'idée un peu de une campagne de sensibilisation pour aider les aidants à se reconnaître et à prendre conscience que ce n'est pas tous les jours facile et qu'il existe des services d'aide. Donc j'en reviens maintenant donc à la définition un petit peu de l'aidant proche. Donc sur le slide que vous voyez, c'est la définition de l'ASBL. Et sur le slide suivant, donc voilà, c'est le fait que depuis le 1er septembre 2020, il existe une loi fédérale qui reconnaît l'aidant proche donc en Belgique. Et donc là, la définition au niveau de la loi fédérale, les restrictions qu'elle met, c'est que seuls les aidants proches d'une personne vivant à domicile peuvent être reconnus par cette loi. Donc les personnes qui vivent entre guillemets de longue durée en institution, que ce soit pour personnes en situation de handicap, pour personnes âgées, voire en habitation protégée, psychiatrique, etc. Ces aidants-là ne peuvent pas être reconnus, mais sinon, globalement, elle a un petit peu les mêmes critères, qui est une aide régulière et continue, la notion de déficit d'autonomie en dehors d'un cadre de rémunération et du cadre du volontariat. Et donc voilà, nous, on est un petit peu plus large. Et donc, en fait, cette reconnaissance, les aidants proches peuvent la solliciter auprès de leur mutuelle, donc pas la mutuelle de la personne qu'ils épaulent, mais au sein de leur propre mutuelle. Et cette reconnaissance est en fait double. À la fois une reconnaissance très large, sans réel critère finalement, si ce n'est que l'aidant comme la personne aidée doivent résider en Belgique. Il doit y avoir évidemment une notion d'aide liée à un déficit d'autonomie et que la personne aidée doit être aidée à domicile, que ce soit au domicile de l'aidant ou pas, mais ne peut pas être en institution, vivre en institution. Et il existe, mais alors là, moyennant des critères, notamment du niveau de dépendance, il existe la possibilité d'une reconnaissance avec l'ouverture de droits sociaux. Et pour l'instant, le seul droit qui est inscrit dans la loi est un nouveau congé aidant proche, qui était au départ, à la publication de la loi, de 1 mois pour un temps plein, qui est passé ici au 1er septembre à 3 mois. Et donc, un nouveau congé thématique qui peut se cumuler au congé pour soins palliatifs, au congé pour prendre soin d'une personne souffrant de maladies graves. Donc voilà, ça c'est un nouveau droit pour les aidants proches, mais avec des critères quand même assez restrictifs. Je pense que sur le slide suivant, il doit y avoir la définition juridique. Voilà, comme ça vous l'aurez. J'invite un petit peu les participants à partager après le PowerPoint, les organisateurs plutôt, à partager le PowerPoint aux participants. Alors voilà un petit peu pour rappeler qui sont les aidants proches, et je vais dire qu'au niveau de notre ASBL et sans doute de vous, il y a les notions d'entourage, il y a la notion d'aidants proches, de représentants légaux, de personnes de confiance. C'est sans doute pas facile pour vous d'identifier qui est
hein, formellement aidant proche, mais je vais dire que globalement, peut-être peu importe, ce sont les personnes qui épaulent, qu'ils soient uniquement aidants proches, qu'ils soient aussi représentants légaux, peut-être personnes de confiance, qu'ils s'identifient eux-mêmes juste comme personnes de l'entourage, comme voisins, comme amis. Finalement, l'idée, c'est d'épauler ces personnes et de les reconnaître dans ce qu'ils peuvent apporter. Alors, une ASBL aidant proche, pourquoi? Donc, on est un centre ressources pour les aidants et sur l'aidance, sur les aidants proches. Nous sommes actifs en Wallonie et une autre ASBL sœur, je vais dire, est active sur Bruxelles. C'est l'ASBL tout simplement, on ne s'est pas compliqué la tâche, aidant proche Bruxelles. Donc, voilà. On existe depuis 15 ans et depuis 2015, il existe une ASBL donc sur le territoire bruxellois. Jusque-là, on couvrait l'ensemble de la Belgique francophone. Et il existe aussi depuis 2015 une ASBL jeune aidant proche qui s'adresse spécifiquement au public des enfants, adolescents, jeunes adultes. Globalement, on identifie les jeunes aidants comme des aidants proches qui sont encore scolarisés et qui sont le plus souvent dépendants financièrement, donc ils n'ont pas de revenus propres, que ce soit des revenus de travail ou des allocations aide sociale, mutuelle ou chômage. Et donc finalement, voilà, leur réalité est un peu identique à celle globale des aidants proches, sauf que finalement, leur jeune âge et leur dépendance financière est encore quelque chose d'un petit peu particulier. Et donc, une ASBL spécifique les soutient. Elle est surtout active en région bruxelloise parce que ses moyens sont assez limités. Mais voilà, elle mène quand même certains projets en région wallonne. Et donc, à notre niveau, on couvre la région wallonne. Alors, notre objet social global, c'est la reconnaissance et le soutien de l'aidant proche, qu'on a décliné en diverses missions, 5 pour être précis. Et donc, la première, c'est reconnaître et soutenir l'aidant, quelle que soit la situation de dépendance du proche aidé, c'est ce que j'expliquais, tout type de personnes aidées, tout profil d'aidant proche. La seconde, être à l'écoute de l'aidant, l'accompagner dans l'identification de ses besoins propres et dans l'orientation vers les services et aides qui existent. Et donc, c'est vrai que les professionnels de l'aide, du social, de la santé, la plupart du temps, ont comme public prioritaire, comme public cible, la personne malade, en situation de handicap, âgée. Et nous, notre public cible sont les aidants proches de ces personnes. Et donc, évidemment que quand les aidants contactent notre permanence, la plupart du temps, leur première question, finalement, elle concerne la possibilité de soutien à domicile, d'aide financière, de démarches administratives, d'informations juridiques, etc. Ce qu'on essaye de faire, nous, à la permanence, c'est d'aider les aidants à prendre du recul sur leur situation, l'aide qu'ils apportent à leurs proches, d'identifier avec eux leurs propres besoins et leurs propres limites. Mais voilà, souvent, dans un premier temps, ça passe par une réponse à la demande qu'ils expriment et qui est souvent beaucoup plus concrète. Alors, la troisième mission, c'est contribuer à la reconnaissance des aidants et à l'accès et au maintien de leurs droits sociaux. Et donc là, c'est un petit peu le travail de lobbying politique au sens large qu'on réalise. Voilà, à la fois le lobbying politique au sens strict, qui a abouti notamment après 10 années de travail à cette loi qui reconnaît les aidants et à ce nouveau congé aidant proche, mais c'est pour nous aussi au sens large, dans le sens que c'est une sensibilisation, une interpellation finalement du politique, mais aussi de l'associatif,
des organismes assureurs. On pense que chaque acteur de la société, finalement, est un maillon qui peut reconnaître et soutenir les aidants proches. Et donc, voilà, nous, on essaye de sensibiliser les différents acteurs de notre société. Et ça va du syndicat à la médecine du travail, aux politiques pures et dures, je vais dire. Alors, on a une mission de porter les préoccupations des aidants et de fédérer les parties prenantes autour de cette thématique. Alors, évidemment, petit à petit, mais c'est grâce au contact, à l'écoute des besoins des aidants, on développe une certaine expertise, mais l'idée, c'est qu'on essaye de répercuter, d'interpeller sur les préoccupations des aidants qui nous parviennent essentiellement par la permanence, mais aussi dans nos contacts avec le réseau, qui est également en contact avec les aidants, parce qu'on n'a pas non plus la parole absolue, la baguette magique, la solution à tous leurs besoins et maux. Et donc voilà, on est un maillon du soutien des aidants et voilà, on essaye de faire réseau et de porter les préoccupations en essayant de garder une vision évidemment globale des situations. L'aide individuelle, on l'a fait avec l'aidant, mais c'est vrai que ce qu'on répercute, c'est les besoins globalisés, je vais dire. Voilà, quand 3-4 aidants, coup sur coup, nous répercutent une difficulté précise, voilà, on essaye de réfléchir comment est-ce qu'on peut interpeller, qui on doit interpeller, quelles seraient des pistes pour faciliter la vie des aidants. Mais donc voilà, on fait ça en concertation, je vais dire. Et la dernière mission, qui est la sensibilisation et l'information du grand public et des professionnels. Voilà, un constat, c'est que beaucoup d'aidants s'ignorent. Ils trouvent évidemment naturel d'épauler un proche qui est vulnérable, qui est en difficulté, mais sans toujours reconnaître la place que prend cette aide à domicile et surtout sans savoir qu'il existe des associations spécifiques qui peuvent les soutenir. Ils ne connaissent pas, voilà, que ce soit la personne malade en situation de handicap comme leurs proches. Souvent, c'est quelque chose qui est dit, c'est qu'ils découvrent les choses, ils ont des informations au compte-gouttes, ils apprennent souvent bien tard voilà, les services qui s'adressaient à eux. Et donc, voilà, la campagne, le spot que vous avez vu, c'était un des moyens de réaliser cette mission. Finalement, l'échange qu'on a ici aujourd'hui, c'est un autre moyen. On fait comme ça de la sensibilisation des professionnels. On a aussi un axe de formation voilà, des professionnels du social, de la santé, voilà, pour essayer d'expliquer quelle est la réalité vécue par les aidants, quels sont leurs besoins et comment finalement professionnels et aidants peuvent être partenaires finalement avec tous les deux l'objectif d'un mieux-être de la personne qui est aidée. Alors plus concrètement, notre fonctionnement au niveau, voilà, on est une petite ASBL dans le sens où on est 8 équivalents temps plein pour la région wallonne et on est organisé en pôle de travail avec un pôle qui est le pôle réseau et accompagnement, qui s'occupe essentiellement de la permanence téléphonique. Donc, les aidants peuvent nous contacter par téléphone, par mail aussi, et du travail avec le réseau, je dirais surtout le réseau local, dans finalement un partenariat. Au mieux, on connaît le réseau, au mieux, on peut orienter les aidants vers celui-ci. Et le réseau, idem, au mieux, il nous connaît et savent un peu plus précisément ce qu'on peut apporter aux aidants et qui sont les aidants. Au mieux, ils peuvent relayer aux aidants notre existence. Donc voilà, ça, il y a 3 personnes qui travaillent sur cet axe-là. On a 2 collègues qui travaillent sur le volet recherche et développement. C'est l'axe politique, c'est l'axe formation, sensibilisation. On a 2 collègues qui travaillent sur l'axe communication et documentation, voilà, nos réseaux sociaux, nos sites internet, notre charte graphique et certains projets propres, comme j'en parlerai un peu plus loin, la semaine des aidants proches sont portés par ce pôle-là. Évidemment, une collègue et moi-même, on est sur l'axe un peu plus administratif et financier de l'ASBL. Mais donc voilà, au niveau de nos axes principaux
niveaux d'action. Il y a l'information, la sensibilisation, la formation et la consultance, l'expertise. Alors, plus concrètement, au niveau de ces 4 axes, notamment pour l'axe information, on a une permanence, hein, la permanence info-aidant, dont vous voyez le numéro et la disponibilité au niveau des horaires téléphone, en sachant que pour moitié, par exemple, au niveau des chiffres 2020, pour moitié, les appels, les demandes provenaient des aidants. Un quart, c'était des contacts de professionnels par rapport à des situations, des questions sur des situations concernant des situations individuelles d'aidants proches. Et pour un quart aussi, des personnes aidées qui se demandent, voilà, est-ce que le proche qui les aide a des droits, peut avoir des soutiens spécifiques, etc. Ils s'inquiètent un peu, etc. Et par rapport aux aidants qui nous contactent, un 5e environ d'entre eux nous contactent suite à finalement un relais de professionnels. Donc voilà, c'est pour rappeler que voilà, ce partenariat avec vous les professionnels, il est évidemment indispensable pour le soutien des aidants. Alors, on développe des outils comme ici la carte d'urgence aidant proche, qui est une carte au format carte bancaire et finalement est un outil de prévention. L'idée, c'est d'amener les aidants à réfléchir avec la personne qu'ils épaulent, en tout cas quand c'est possible, tiens, qu'est-ce qui se passerait s'il leur arrivait quelque chose? Souvent, les aidants sont quand même très isolés. Alors parfois il y a plusieurs aidants, parfois il n'y a pas d'aidants proches, mais quand même très souvent on identifie un ou 2 aidants principaux qui accompagnent une personne dépendante. Et donc voilà, c'est le problème qui pourrait arriver subitement, hein, un AVC, un accident de la route de l'aidant proche qui le rendrait incapable de pouvoir épauler son proche au quotidien, en tout cas temporairement. Mais c'est aussi beaucoup plus largement anticipé. L'aidant peut avoir lui-même des problèmes de santé, l'aidant peut vouloir mettre des limites à l'aide qu'il apporte. Et donc, comment est-ce que ce dialogue peut s'amorcer avec le proche qui l'aide? Alors, d'autres outils, ce sont des livrets thématiques qui sont téléchargeables sur notre site. Alors, on avait un premier livret, le livret rose, hein, qui invite finalement les aidants à réfléchir. Tiens, est-ce que moi je suis aidant, avec des témoignages, des petits conseils. Et le second, qui est un livret qui référence tous les congés, les possibilités de conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée. Avec la vie familiale, notamment quand on accompagne un proche malade. Alors, ce livret-là, au niveau de sa version en ligne, voilà, on a intégré le nouveau congé aidant proche. Au niveau de la version papier, on épuise notre stock et donc le congé aidant proche n'est pas encore référencé dedans. Et pour l'instant, on est en train de travailler sur un livret qui abordera la question de la santé des aidants proches, hein, la santé physique, la santé mentale, la santé relationnelle et émotionnelle également, avec un volet pour les professionnels, comment les professionnels de l'aide, de la santé, du social peuvent aussi être vigilants et peuvent voilà, finalement aussi essaimer vers les aidants que c'est important de faire attention à eux. Alors, toujours dans l'information, on a un centre de documentation en ligne, DocAidant. Alors, on est en train de retravailler dessus parce que, voilà, malheureusement, les outils Internet, hein, les outils numériques sont rapidement obsolètes. Et donc, voilà, on arrive un peu aux limites de cet outil qu'on a développé il y a 5-6 ans. Et donc, on est en train de faire un travail voilà, pour l'upgrader, le rendre plus intuitif. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours l'ancienne version en ligne, mais il y a déjà une série de références assez intéressantes. Donc tout ça, c'est pour l'axe information. On a un axe sensibilisation, hein, donc comme j'ai expliqué, à la fois avec des campagnes. Le 21 juin est la journée des aidants proches, donc on essaye de communiquer à cette occasion-là. Mais vous avez là le bandeau de la semaine des aidants proches qui vient de se terminer, dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler. Cette année, c'était la 8e édition et donc c'est un événement annuel qu'on coordonne et en fait par lequel on invite toute une série de professionnels, de partenaires à organiser des activités à l'attention des aidants
beaucoup sur le thème des aidants proches, des ciné-débats, des conférences, des activités bien-être, des balades, de la détente, du loisir. Voilà, l'objectif de nouveau, c'est de visibiliser ce public un petit peu invisible et de permettre aux aidants de découvrir qu'il y a toute une série d'acteurs qui peuvent, voilà, qui peuvent les soutenir, leur proposer des choses et heureusement, la SBL n'est pas le seul acteur. Et cette année était une année record. Après un petit coup de mou l'année passée, notamment au niveau de la situation sanitaire, où on avait un peu moins d'activités, un peu moins de partenaires inscrits. Cette année, on avait plus d'une centaine d'activités organisées en région wallonne et bruxelloise, organisées par environ une septantaine de partenaires. Donc c'est une année, voilà, c'est notre année record en termes de nombre d'activités et de partenaires. Alors, on organise aussi des séances, des stands dans certains salons, voilà, des séances de sensibilisation. Alors, on a un axe formation, comme je le disais, donc je ne vais pas revenir beaucoup plus loin. On a des modules de formation, soit basiques, je vais dire, c'est vraiment comprendre l'aidant proche, ce qu'il vit, bien comprendre que finalement, la relation entre l'aidant et la personne aidée intervient dans un système, c'est une dyade avec toute une histoire commune. Voilà, le professionnel a aussi sa mission, ses limites, et finalement, comment est-ce que aidant et professionnel peuvent être partenaires et complémentaires. Et un dernier axe, voilà, qui est la consultance, l'expertise, à la fois au niveau politique, j'en ai déjà parlé, mais aussi au niveau du développement de projets. Des communes, des mutuelles, des associations nous sollicitent parce qu'ils ont envie de développer un axe ou un projet aidant proche. Et voilà, on réfléchit ensemble, finalement, comment, voilà, ce qui pourrait être opportun à développer à l'échelle de ce service ou de cette commune, par quoi commencer, finalement en les alimentant sur base de projets qui existent déjà peut-être ailleurs. Voilà, c'est essayer de diffuser ce qui a l'air de bien fonctionner ailleurs. Alors, le troisième volet de mon intervention, et puis après, je vous laisse la parole, qui est peut-être finalement pourquoi est-ce qu'on nous contacte à l'ASBL. Et donc ici, j'ai identifié deux situations qui nous sont arrivées récemment à la permanence. Et donc, un monsieur nous contacte parce qu'il épaule ses parents âgés qui vivent encore à domicile. Ils ne veulent aucune aide professionnelle et ce monsieur et son épouse assurent seuls l'aide à ses parents. Donc, sa maman est âgée, elle a 86 ans et a une grosse diminution de sa mobilité. Et son papa, âgé de 93 ans, est un peu plus mobile, mais par contre, voilà, une maladie, un cancer. Voilà, ils ne souhaitent aucune aide professionnelle. Ils ont refusé récemment l'intervention de l'infirmière qui était pourtant prescrite par le médecin traitant. Et donc voilà, ce monsieur, ce fils, a vu notre affiche de la permanence dans la salle d'attente de consultation du médecin pour son papa. Et donc voilà, sur le coup, il s'est dit, tiens, je souhaiterais des informations sur comme mes parents ne veulent pas d'autre aide que la mienne et celle de mon épouse, voilà, est-ce que je pourrais réduire mon temps de travail, par exemple, pour pouvoir finalement les épauler un petit peu mieux. C'est vrai que voilà, ça c'est la demande initiale qui nous est formulée. Clairement, il n'arrive plus à combiner, à être compétent, efficace dans son travail et à soutenir suffisamment ses parents. Et donc, voilà, après une première information sur la loi de reconnaissance, les possibilités de congé, l'échange va toujours plus loin et la plupart du temps, l'aidant est très réceptif. Finalement, qu'est-ce que lui souhaite? Est-ce que lui, il souhaite réduire son temps de travail pour épauler ses proches ou est-ce qu'au
au fond, ce qu'il préférerait, lui, c'est que ses parents acceptent de l'aide professionnelle. Comment est-ce que lui et son épouse peuvent finalement mettre leurs limites? Parce que, voilà, il y a le choix de ses parents, hein, qui est de ne pas faire appel à des professionnels, mais lui, son épouse ont une vie aussi, ont des enfants, un ménage à tenir, voilà, une profession et une vie sociale, hein, qu'ils souhaitent maintenir. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à trianguler le dialogue? Parce que, finalement, ses parents restent sur leur position. Eux, voilà, ils sont attachés évidemment à leurs parents et donc n'arrivent pas à poser leurs limites. Et donc voilà, on a essayé de réfléchir avec lui à des pistes de triangulation, notamment avec l'intervention, la visite d'une coordinatrice des services d'aide à domicile, qui est un service que vous connaissez certainement, hein, agréé, subventionné, qui peut intervenir gratuitement. Et voilà, peut-être mettre dans la boucle aussi le médecin traitant qui connaît ses patients de longue date et qui est lui aussi favorable à la mise en place progressive d'aide et de soins à domicile. Donc voilà, ça débouche sur autre chose que la stricte réponse à la question première. Alors une autre situation, c'est un contact avec une aidante proche, hein, qui est maman célibataire et sa fille est atteinte d'une leucémie. Depuis déjà, enfin voilà, elle est en traitement déjà depuis un peu plus d'1 an. Et à l'époque, cette maman n'a pas vu d'autre solution finalement que de demander à son médecin de la couvrir par un certificat médical pour pouvoir être auprès de sa fille qui tout d'un coup, voilà, les traitements se sont enchaînés, n'a plus pu être scolarisée. Elle a vu notre spot, hein, notre campagne à la télévision et se demandait, voilà, assez naïvement ce qu'on pouvait faire pour elle, quels étaient éventuellement ses droits. Mais là aussi, on l'a informée sur la loi de reconnaissance, même si à son niveau, c'était assez symbolique, parce que sans doute que vu la pathologie de sa fille, elle n'aurait pas accès au congé aidant proche parce qu'il y a un niveau de dépendance, hein, qui est en fonction de différentes échelles, hein, l'échelle de CATS, l'échelle des GPH, l'échelle allocation familiale majorée, etc. Mais voilà, la pathologie de sa fille, qui est en plus fondamentalement, normalement, hein, qu'est-ce que j'allais dire, qui n'est pas une pathologie sur le long cours, même si souvent une leucémie, hein, c'est 1 an et demi de traitement. Là, la situation médicale allait quand même vers un mieux, elle était assez positive. Mais donc voilà, finalement, l'échange a débouché sur le relais qu'elle nous faisait de l'hypocrisie du système. Même 3 mois de congé de son boulot, finalement, ça n'aurait pas suffi dans sa situation précise. Et donc, finalement, elle n'est pas, elle, malade, mais se retrouve coincée à devoir faire appel finalement à l'incapacité de travail, avec toutes les conséquences, hein, de convocation régulière du médecin conseil, de mise en doute, hein, du fait qu'elle profite un petit peu du système, hein, qu'elle n'est pas malade, qu'elle est capable d'aller travailler, alors que comme elle l'explique, elle est absolument incapable, et c'est sans doute la situation de tous les parents qui vivent la maladie grave d'un de leurs enfants, cette incapacité à pouvoir se concentrer, être disponible au travail, alors que son enfant est hospitalisé ou est à la maison parce qu'il ne peut pas être à l'école. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on l'a informée, mais elle a pas mal de ressources. Elle connaissait déjà pas mal voilà, le réseau, hein, notamment la Fondation contre le cancer. Elle habitait la région de Tournai, donc on lui a référencé, par exemple, l'association assez récente, l'Étoile qui danse, voilà, qui a été créée par une maman qui a vécu le cancer et le décès de son fils et qui, à l'époque, elle s'est sentie pas suffisamment soutenue, n'a pas senti son fils suffisamment soutenu, n'a pas senti l'école, hein, et la classe et l'enseignant suffisamment soutenus. Et donc, voilà, c'est une association qui démarre et qui veut être finalement un soutien aux parents qui vivent ça aussi. Et donc, l'idée, c'est d'aiguiller cette maman vers l'après-traitement, appréhender l'avenir finalement, comment est-ce qu'on peut, après avoir vécu cette situation un petit peu folle pendant 1 an et demi, revenir
pour elle comme pour sa fille, à une vie un petit peu normale. Voilà, au vu du fait qu'elle est assez positive sur l'évolution de la maladie, les traitements, sa fille a bien répondu, mais voilà, il reste quand même des effets secondaires des traitements sur sa fille. Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre un enseignement classique? Et c'est vrai que ce qu'elle nous ramenait de cet échange avec nous, c'était l'écoute bienveillante, le volet réfléchir avec elle. On n'a pas de baguette magique, mais on est là pour réfléchir avec elle et surtout valoriser sa propre réflexion et nous alimenter aussi de sa propre réflexion. Donc voilà, ça c'est deux situations qui sont arrivées assez récemment à notre permanence et je vais arrêter de tenir le crachoir pour vous céder la parole. Voilà, s'il y a des questions, des réactions, des interpellations, des clarifications, je suis à votre disposition. Voilà, je ne sais pas si j'ai réactivé mon micro. Oui, je viens de stopper le partage d'écran. Hop, voilà. Mais merci pour cette présentation. Moi, en tout cas, à un moment donné, vous avez, dans votre présentation, parlé du maillon, et c'est vrai que le titre de l'intervention d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'ait vraiment rappelé, mais c'était en tout cas donc l'aidant proche, un maillon indispensable de l'accompagnement du patient oncologique. Donc ici, moi, je fais le lien aussi avec Hospice qui organise donc la semaine prochaine, non, cette semaine, ça va plus vite que ce que je l'imaginais, mais c'est déjà cette semaine, c'est ce jeudi, donc une journée d'études sur un thème qui est assez proche, donc qui est le travail social dans ce cas, qui est un maillon indispensable de la prise en charge en tout cas du soin. Et donc, je rejoins tout à fait Madame Brissac, à un moment donné, vous disiez, donc c'est la SBL aidant proche aide à aider, j'ai noté comme ça, donc en tout cas, si j'ai bien compris, ça veut dire que les aidants proches viennent vers vous et que vous êtes amené à les réorienter vers le réseau, mais vraiment pour amener une aide concrète à la personne qui est déjà aidée, c'est bien ça. Tout à fait. Voilà. Donc, et donc, oui. On n'est clairement pas prestataire de service et donc finalement notre permanence est une permanence de première ligne comme certains d'entre vous le sont sans doute aussi, que ce soit service social, à la mutuelle, à l'hôpital. Donc on écoute d'abord ce que l'aidant a à nous dire. On essaye qu'ils puissent déposer certaines choses qui sont difficiles. Et c'est vrai que beaucoup d'échanges sont teintés d'énormément d'émotions. On a quand même très souvent, évidemment, des aidants au bout du rouleau qui ne voient plus comment ils peuvent continuer à aider. Et donc voilà, on essaye de réfléchir avec eux. C'est rarement un accompagnement de long terme également. On ne fait pas non plus de visite à domicile. Et donc pour tout ça, évidemment, on relaye vers le réseau, vers les centres de coordination pour identifier peut-être quel au singulier ou au pluriel, prestataire pourrait intervenir peut-être à domicile. Au niveau aide sociale, voilà, le rappeler, services sociaux, des hôpitaux, des mutuelles, des CPS sont à leur disposition pour certaines démarches. Le soutien thérapeutique aussi, donc on n'est pas dans de l'aide psychologique à notre niveau, c'est une première écoute, orientée vraiment vers l'aidant proche et ses propres besoins, ses propres limites. Et donc, on réoriente vers les centres de santé mentale et vers les associations de patients aussi quand ils se posent des questions sur la pathologie de son proche, sur l'évolution de cette pathologie. On n'est pas expert et donc on réoriente vers les associations Alzheimer, par exemple, ou la Fondation contre le cancer. Voilà, on réoriente vers le réseau en fonction de ce qui émerge de l'échange avec l'aidant. Tout à fait. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, voire même lever la main. Je pense qu'on a un nombre suffisamment restreint. En tout cas, moi, de ce que j'entends ici, c'est clairement les objectifs que Hospice-Soc rencontre également. Donc, c'est vraiment essayer au maximum que les intervenants se connaissent, donc que ce soit les professionnels ou ouverts ici, effectivement aussi que les aidants proches sachent les différents services qui gravitent autour d'eux. Et donc, mieux on se connaît, plus facilement on peut orienter les personnes, les patients, les aidants proches et les autres professionnels vers les services les plus adéquats. Donc, c'est vraiment dans cette démarche qu'on s'inscrit également. Est-ce qu'il y avait des questions en particulier par rapport à l'intervention de Mme Brissac? Non.
Je l'évoquais, je vais peut-être quand même leur préciser. Donc, comme je dis, les inscriptions sont encore possibles jusqu'à aujourd'hui. Je les clôturerai aujourd'hui. Ça va se clôturer tout seul en fait aujourd'hui à minuit. Donc, il est encore possible de s'inscrire. Je vais quand même juste partager à nouveau mon écran pour vous montrer un petit peu le lien, parce que Mme Brissac sera également présente à cette journée. Donc, si vous voulez bien, surtout que vous réfléchissez aux éventuelles questions que vous avez, je vais vous passer juste en revue. Voilà, donc ça c'est la journée des études que j'évoquais, donc qui a lieu jeudi, donc c'est au cinéma Quai 10 à Charleroi. Et donc ici, par rapport aux partenaires, nous avons donc les hommes d'approche qui en font partie, et Mme Brissac, donc qui a une présentation ici qui n'est pas la même, mais c'est plutôt, on lui a demandé ici de réagir par rapport à, on a tourné un film au niveau de l'association SPISOC qu'on on a terminé juste avant le premier confinement, donc en mois de mars 2020, et on lui a demandé un petit peu de donner le point de vue des aidants proches par rapport à ce film qui montre certains axes du travail social hospitalier, mais pas seulement. Et je pense que ça fait écho par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'aussi on montre comment on est amené à collaborer avec les autres professionnels, donc notamment avec les assistants sociaux de mutuelles, de CPS et coordination de soins à domicile que vous avez évoqué également. Donc voilà, ça c'est une petite page publicitaire, mais qui pour moi a un sens quand même, qui montre un peu l'articulation aussi de différentes actions. Alors je vois ici quel est le montant du congé thématique qui est posé, la question qui est posée dans le chat. Donc évidemment, ça ne correspond pas à un salaire, c'est le même montant que pour le congé maladie grave, accompagnement d'un proche souffrant de maladie grave, et donc c'est de l'ordre pour un temps plein. Alors voilà, c'est en fonction qu'on est isolé ou cohabitant, je pense qu'il y a des nuances, mais pour un temps plein, c'est entre 7 et 800 €, je pense. Vous avez évoqué une notion de cumul? Pardon? Vous aviez évoqué une notion de cumul également. Oui, dans le sens où un aidant proche peut prendre 3 mois de congé aidant proche et puis éventuellement solliciter un mois pour congé pour soins palliatifs, par exemple, qui peut être renouvelé une fois. Donc, c'est dans ce sens-là. Sur le temps, ça peut être cumulé. L'idée n'est pas de prendre un 5e temps congé soins palliatifs et un 5e temps congé aidant proche. Et la démarche, donc il faut, pour pouvoir demander à l'ONEM ce congé, il faut être reconnu aidant proche par sa mutuelle et être reconnu dans les critères restrictifs ouvrant le droit à ce congé. Donc il y a d'abord une démarche vers la mutuelle que l'aidant proche doit faire, et puis la démarche classique du formulaire à remplir sur le site de l'ONEM. Alors que c'est vrai que pour le congé pour soins palliatifs, le congé pour accompagner un proche souffrant de maladie grave, il me semble qu'une attestation, un certificat du médecin, entre guillemets, suffit. Tandis qu'ici, il faut une évaluation du niveau de dépendance, ce qui demande parfois, parfois pour certains aidants, c'est très simple parce qu'il y a une infirmière à domicile qui a fait une échelle de 4, c'est donc, c'est assez clair. Mais pour beaucoup d'aidants et malheureusement, beaucoup de pathologies ne rentrent malheureusement pas dans ce cadre de niveau de dépendance. Une personne Alzheimer, mais qui dans les faits est capable d'aller, de marcher, de se déplacer, qui est continente, qui sait, si on l'épaule un peu, qui sait se laver, finalement ne répondra pas aux critères alors qu'elle est incapable de rester seule à domicile. Et donc voilà, qu'elle a besoin d'un proche ou de professionnels. Mais donc voilà, c'est vrai que la loi a 1 an, elle est en cours d'évaluation maintenant en partenariat avec les mutuelles, avec le SPF, et donc cette évaluation devrait être présentée au Parlement ici fin de cette année. L'idée, c'est de continuer à la faire évoluer. Idem, toutes les personnes souffrant de pathologies mentales, et Dieu sait que pour les proches, c'est très difficile, ou les pathologies type cancer, malheureusement, les gens ne sont pas reconnus avec un niveau de dépendance suffisant. Or, c'est vrai que quand il y a une pathologie type cancer, on peut solliciter le congé pour accompagner un proche souffrant de maladie grave, mais là, malheureusement, le congé aidant proche n'est pas mobilisable. Donc il y a encore des écueils. C'était une étape, cette loi.
Donc voilà. Alors je vois apparaître la question combien de temps voilà, cette reconnaissance est-elle valable? Alors la reconnaissance large, qui finalement d'une certaine manière, est un peu symbolique, même si on n'aime pas beaucoup ce mot, dans le sens que pour nous, c'est important, à la fois pour les aidants proches d'être reconnus, d'être identifiés par leur mutuelle, qui du coup peut communiquer directement vers eux sur des conférences qu'elle organise, des services, voire mettre en place des avantages spécifiques pour l'aidant, ce que certaines mutuelles font. Et voilà, au niveau politique, ça montre petit à petit que le nombre d'aidants en Belgique est important. Et donc, voilà, cette reconnaissance peut sembler symbolique, mais voilà, pour nous, c'est important que les aidants se manifestent et demandent à être reconnus. Et donc, cette reconnaissance large est à, entre guillemets, durée indéterminée, ne doit pas être renouvelée. Par contre, évidemment, elle s'arrête lorsque la personne décède ou rentre en institution de manière définitive. Donc, on peut rester reconnu aidant proche quand le proche est hospitalisé ou éventuellement fait un court séjour, mais dès qu'il y a 90 jours consécutifs d'institution, voilà, la reconnaissance s'arrête. Au décès de l'aidant proche, évidemment. Et aussi, il y a dans la loi des notions de, s'il y a des notions, mais voilà, difficile un petit peu de prouver, des notions de maltraitance ou des choses comme ça, voilà, la reconnaissance prend fin. Par contre, la reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux, elle doit être renouvelée chaque année. Alors, c'est vrai que, voilà, en termes de chiffres, par exemple, sur cette première année, environ 12 000 aidants ont demandé à être reconnus au niveau de la reconnaissance large et environ 4 000 aidants ont fait la demande, enfin, une demande a été introduite pour l'octroi de droits sociaux. Par contre, en termes de congés aidants proches sollicités, mais donc la première année, c'était un congé d'1 mois uniquement, seuls 75 aidants ont sollicité, enfin, ont obtenu ce congé aidant proche. Alors, voilà, c'est évidemment très peu par rapport au nombre d'aidants qui ont demandé à être reconnus pour l'octroi de droits sociaux. Et ça s'explique en partie parce que certaines mutuelles octroient des avantages spécifiques à leur propre mutuelle, mais avec les mêmes critères que la reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux. Donc, elle a invité toute une série d'aidants proches à demander cette reconnaissance plus stricte parce que, à défaut d'avoir besoin ou de rentrer, enfin voilà, de solliciter le congé aidant proche, voilà, ils pouvaient bénéficier de services et d'une offre spécifique de la part de certaines mutuelles. Par rapport au congé, c'est un petit peu, moi en tout cas dans ma pratique, je ne sais pas ce que les autres en pensent, que indépendamment du congé aidant proche, je pense que le congé pour aider une personne malade, d'ailleurs c'est un petit peu en lien avec votre exemple, c'est aussi peu exploité, j'ai l'impression. Et aussi souvent quand les personnes vont par rapport à la perte financière. Donc c'est aussi, j'imagine, une explication. Alors, il y a sans doute plusieurs explications, mais donc en effet, la perte de revenus, elle est importante. Et quand le proche qui est aidé fait partie du ménage, déjà lui-même, quand on peut imaginer le conjoint qui est gravement malade, lui-même est en incapacité de travail. Et donc, voilà, l'autre conjoint prendre un congé où il touche 700-800 euros pour un mois. Et puis, c'est un congé court terme. Et donc, dans toute une série de situations, ça ne résout pas le problème. Et donc, voilà, un des exemples que je citais concret, c'est nombreux sont les aidants qui, parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions, vont voir leur médecin et lui expliquent un peu la situation et sont couverts par un certificat et donc sont en incapacité de travail. Le problème, évidemment, c'est que quand l'incapacité perdure, après 1 an, ils passent en invalidité, alors que dans les faits, ce n'est pas eux qui sont malades, mais c'est plus qu'ils ne voient pas comment ils pourraient continuer à travailler. Et puis, toute une série d'aidants ne sont pas actifs professionnellement, ils ressortent parfois du chômage, sont parfois déjà en incapacité de travail, peut-être bénéficient d'allocations du CPS, ou sont pensionnés ou prépensionnés. Et donc voilà, ça ne s'adresse qu'à
qui a un certain profil d'aidant et voilà, de nouveau, les critères, le niveau de dépendance doit être élevé et ils sont essentiellement des critères de dépendance physique, hein, l'échelle de Katz, la grille d'évaluation de la DGPH qui permet la reconnaissance de handicap. Voilà, sont des échelles qui sont encore très orientée dépendance physique, je veux dire, la capacité à se déplacer, à être continent, à se rendre aux toilettes, à savoir manger, à savoir se préparer peut-être un repas. Je ne connais plus tous les critères, mais donc voilà. Donc, tout ça explique sans doute cela. Et puis les démarches administratives sont assez lourdes, on ne va pas se mentir, alors qu'aller voir son médecin et être couvert par un certificat, ça se fait en quelques heures, je vais dire. Donc voilà. Ok. Il n'y a Et pas puis d'autres questions. Ouais. le congé s'adresse actuellement pas aux indépendants, mais donc uniquement aux travailleurs salariés du secteur privé ou de la fonction publique, alors que les autres congés, soins palliatifs et maladies graves, s'adressent aux indépendants. Donc là, c'est vrai qu'on a interpellé le ministre, mais pour les indépendants, c'est une autre réalité. C'est que finalement, recevoir une petite allocation, mais mettre son commerce à l'arrêt, c'est sans doute encore plus compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai, quand on regarde les statistiques des congés thématiques ONEM, ben voilà, elles vont dans le même sens. Les congés qui sont sollicités sont majoritairement à temps partiel, mais pour éviter une trop grosse perte de revenus, majoritairement demandés par des femmes. Ça, c'est aussi très, très, très majoritairement. Mais donc voilà, c'est différents constats qu'on peut tirer en effet. Parliez de la sévérité des critères, enfin plutôt, enfin oui, je pense une forme de sévérité, mais en tout cas surtout liée à la perte d'autonomie. On peut probablement faire le lien avec les demandes à tierces personnes. Vous savez si c'est lié, j'imagine à. Voilà, je pense que l'échelle pour l'octroi de l'aide de tierces personnes fait partie des critères. Je ne sais plus le niveau, mais en C'est effet. fort élevé, hein, je pense que Ouais. faut 11 points de dépendance sur 18, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être des personnes qui savent me confirmer ça, mais c'est effectivement un niveau de dépendance qui est assez important. En tout cas, pour ce qui est de l'oncologie, on ne sait pas toujours l'activer. Non, je ne pense pas. Et c'est vrai qu'au niveau du congé aidant proche, je pense que c'est 12 points sur l'échelle des GPH. C'est un forfait B ou un forfait C au niveau de l'échelle de Katz. Donc voilà, ce sont quand même des niveaux de dépendance importants. Et souvent, les personnes qui sont à ce point dépendantes, soit elles sont en institution, soit elles sont à domicile, mais en effet avec un aidant qui est présent, qui est cohabitant, parce que vivre seul avec ce niveau de dépendance, c'est rarement possible. Hein, donc voilà. Est-ce qu'il y a des réactions au niveau de la fondation peut-être ou... Moi, j'ai peut-être été distraite, mais je me demandais, ce lobbying que vous faites, c'est auprès des instances politiques, c'est au niveau régional ou fédéral? Alors, c'est les deux, voire les trois, voire les quatre. Donc, au niveau fédéral, c'est vrai que mais là, on travaille évidemment en concertation avec l'ASBL Aidants Proches Bruxelles et d'ailleurs avec le réseau de manière large. Mais donc, on interpelle au niveau fédéral voilà, le ministre de la Santé, le ministre des Pensions, le ministre de la Personne en situation de handicap, voilà, en fonction, le ministre de l'Emploi, en fonction du type de compétences et voilà, de l'interpellation qu'on souhaite faire, c'est au fédéral ou c'est au régional, hein, concernant les services d'aide aux familles, quand il y a des choses qui sont remontées, qui remontent des aidants proches par rapport à l'inadéquation des SAFA, par exemple, des services d'aide aux familles par rapport à leurs besoins à eux, voilà, on fait remonter au cabinet de la ministre Moréalé par rapport aux besoins de services répit résidentiels,
à domicile pour les personnes en situation de handicap, aussi bien que pour les personnes âgées ou pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Voilà, tout ce genre de choses se fait en concertation. Enfin, voilà, l'interpellation se fait au régional, mais c'est vrai qu'on interpelle parfois les communes aussi. On pense que les communes ont clairement un rôle à jouer aussi dans l'information et le soutien des aidants, comme elles interviennent à un niveau beaucoup plus local. Interpellation aussi des mutuelles, ben notamment cette loi de reconnaissance passe par les mutuelles et pour l'instant, mais elles en sont bien conscientes, mais on a organisé des groupes de travail avec les mutuelles parce que le formulaire de demande de reconnaissance n'est pas toujours accessible en ligne et donc pour certaines mutuelles, l'aidant proche doit passer par le service social de la mutuelle, mais parfois un service social à peu près injoignable. Contexte Covid, contexte les mutuelles viennent de reprendre l'APA, enfin voilà, les mutuelles sont aussi surchargées, en sachant que les mutuelles, voilà, on leur a confié ce rôle, mais on ne leur a pas donné de moyens supplémentaires pour remplir ce rôle. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est une interpellation politique au sens large. Les syndicats, les caisses de chômage, dans le sens où une personne aidante qui est au chômage est censée être disponible sur le marché de l'emploi. Dans les faits, de par son rôle d'aidant proche, elle ne l'est pas toujours. Et donc, elle est parfois harcelée, invitée, harcelée à accepter une formation, accepter un job. Et donc, elle peut introduire une demande de dispense. Mais là aussi, les allocations de chômage sont diminuées. Et du coup, voilà, pour les aidants, c'est parfois un faux choix. Parce qu'il doit continuer à vivre et à faire vivre ses proches. Voilà, on travaille avec la Fédération des CPS aussi parce qu'au niveau de l'octroi du revenu d'intégration sociale, il y a aussi la possibilité d'invoquer la raison d'équité quand un aidant proche, dans les faits un peu comme quand il est chômeur, n'est pas en capacité d'accepter une formation ou un emploi proposé par le CPS pour garder le droit à ses revenus. Et voilà, le travailleur social qui prépare le dossier à présenter au conseil peut évoquer cette raison qui est la raison d'équité. Donc, c'est le fait d'être aidant proche peut être une raison qui justifie, en tout cas temporairement, que l'aidant n'est pas disponible. Donc voilà, c'est de l'interpellation et de la sensibilisation, je vais dire. Les deux sont quand même toujours un petit peu mêlés. Et c'est vrai qu'on organise par exemple des tables rondes politiques, on va à la rencontre des partis et pas seulement du ministre compétent parce que voilà, le Parlement, quand différents partis nous montrent qu'ils sont enclin à certaines dispositions, alors évidemment, on est plus fort pour le proposer au ministre compétent en lui disant, mais vous savez, on a quand même des échos positifs de telle formation, et donc il ira plus facilement présenter un projet de loi avec des mesures spécifiques pour les aidants, que s'il sait que d'office, l'ensemble des partis est contre, il ne va même pas se lancer dans le combat lui-même. Donc, voilà. Et donc, on est aussi une association qui est indépendante de toutes les formations politiques, mais aussi indépendante au niveau mutualiste. On travaille avec l'ensemble des mutuelles et d'ailleurs, elles sont toutes représentées dans notre assemblée générale. Donc, on a cette force-là, c'est d'être pluraliste, de travailler avec l'ensemble du réseau. Et donc, quelles que soient un petit peu les forces au pouvoir, je vais dire, ou les piliers au pouvoir, mais voilà, ça ne déforce pas notre action parce que voilà, on n'a pas de reconnaissance officielle comme association aidant proche, mais par contre, on est quand même bien entendu, que ce soit au niveau politique, au niveau des administrations aussi, à la VIC, etc. Voilà. Et au niveau du réseau, on est quand même pas mal reconnu dans les actions qu'on mène. Donc voilà. Par contre, au niveau des aidants proches, et c'était un petit peu l'objet de la campagne de sensibilisation, la terminologie aidant proche dans le grand public n'est pas très connue, même si maintenant elle percole bien au niveau des professionnels. Et donc c'est vrai que les aidants, avant de nous appeler, il faut qu'ils
qu'ils nous connaissent. Et c'est un petit peu la même chose avec le service social d'un hôpital. Hein, les proches, s'ils ne connaissent pas l'existence d'un service social et si les professionnels du service où son proche est hospitalisé ne les réfèrent pas vers le service social, ben, il ne fait pas appel. Et donc, c'est vrai qu'en moyenne, ces dernières années, on avait environ 550 demandes à la permanence. Cette année, avec la campagne, à mon avis, on sera facilement au double. Elle a atteint son objectif et donc de nombreux aidants se sont reconnus. Et pendant les périodes de diffusion de la campagne et les semaines qui ont suivi, on avait à peu près 5 fois plus d'appels en moyenne par semaine qu'habituellement. Donc voilà, ça c'est... Et on va essayer de poursuivre cette campagne, alors peut-être pas par des spots TV et radio qui demandent soit des moyens financiers énormes, soit d'introduire des demandes au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des demandes qui sont longues, mais voilà, le spot est largement diffusable par les réseaux sociaux et donc l'idée, c'est notamment sur les écrans, dans les salles d'attente des hôpitaux, dans les pharmacies, de pouvoir diffuser ces spots et aussi de procéder à une campagne via des affiches et flyers qui reprennent les visuels de la campagne, du spot, de diffuser via les médecins traitants, les pharmacies, les salles d'attente des mutuelles, des centres de santé mentale, des centres de consultation, des maisons médicales, etc. Voilà, pour que si les aidants ont vu cette campagne, n'y ont pas fait attention au moment où elle était diffusée, que peut-être ça rappellera quelque chose. Et voilà, ça... essayer de poursuivre en tout cas ce travail de sensibilisation. Super. Je ne vois toujours pas d'autres questions dans le chat, je ne vois pas de main levée. C'est que tout est clair, hein, tant mieux. Il faut que ça décante. Laura, je vois que Laura lève la main physiquement. Non? Non? Non, il y a une question qui s'est voilà. rajoutée, mais c'est la même personne, alors on ne le voit pas. Vous voyez, Perrine Laurie a posé une question. Les aides et services proposés par la mutuelle, départ de la mutuelle. Oui, donc oui, je pense que moi, peut-être le repréciser, mais je pense que ça a été dit, mais c'est peut-être bien de réexpliquer brièvement, très brièvement, c'est de savoir si c'est la mutuelle du patient ou de l'aidant proche qui est activée. Oui, pour la reconnaissance comme aidant proche, l'aidant proche doit solliciter sa propre mutuelle, qui est parfois la même que celle de son proche, mais en tout cas pas toujours. Et c'est vrai que les mutuelles ont reconnu que la procédure de reconnaissance, évidemment, va beaucoup plus vite quand aidants proches et personnes aidées sont à la même mutuelle. Par contre, par rapport aux avantages spécifiques que certaines mutuelles octroient aux aidants, c'est la mutuelle de l'aidant proche. Et donc, notamment, il y a parfois des séjours répit, des interventions sur des séjours répit, il y a des conférences qui sont organisées. Alors, en général, les conférences, elles sont ouvertes au tout public, mais la communication se fait par les canaux de la mutuelle en question. Il y a une mutuelle qui octroie, je pense, une réduction sur X titre-service, heures de titre-service, donc pour que l'aidant proche puisse faire appel à une aide ménagère titre-service pour son propre, pour lui et pas forcément pour la personne aidée. Maintenant, il y a toute une série, la plupart des aides, notamment financières, ne sont pas octroyées directement à l'aidant, mais sont octroyées à la personne qui est aidée. Je pense à l'APA, l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration, les allocations familiales majorées. Tout ça, c'est la personne aidée qui ouvre le droit à ce type d'intervention. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de salaire qui peut être octroyé à l'aidant proche pour le rôle qu'il joue. Certaines communes, mais plutôt sur Bruxelles, octroient quand même des primes, alors qui sont très réduites, c'est une centaine d'euros de mémoire, à l'aidant proche. Alors, je pense que l'objectif est surtout d'identifier les aidants, parce que, avec une centaine d'euros, l'aidant proche, évidemment, ne va pas vivre, mais c'est d'identifier l'aidant, et voilà, c'est une manière d'amener les aidants à se faire reconnaître. Et c'est vrai que c'est aussi un bémol de la reconnaissance assez large, c'est que pour l'instant, elle n'octroie
aucun avantage. Et donc, les aidants, de un, ne sont pas forcément informés de cette possibilité d'être reconnus par leur mutuelle. Et de deux, parfois se pose la question quel est l'intérêt. Donc, c'est vrai que si certaines communes disent il y aura une prime si vous êtes reconnu par votre mutuelle, ça incitera évidemment les aidants à demander leur reconnaissance. Fiscalement aussi, j'imagine que ce serait aussi un bon appât, mais ce n'est pas le cas. Alors, il y a certaines mesures qui ont été mises en place quand même depuis notamment l'année passée, notamment pour l'avantage fiscal d'un aidant qui s'occupe d'un enfant en situation de handicap et pour l'aidant qui reprendrait un proche âgé à domicile, mais évidemment pas quand il s'agit du conjoint. Et donc, un aidant proche âgé de 60 ans qui reprend son papa âgé de 90 ans à domicile, moyennant certains critères, peut avoir une exonération d'une partie de ses revenus, une exonération plus importante. Donc voilà, il y a certaines choses qui se mettent en place. C'est une question quand même qui arrive régulièrement à la permanence. C'est un aidant qui souhaite reprendre à son domicile et domicilier chez lui un parent âgé. Et finalement, quel sera l'impact sur éventuellement la pension de son proche, quel sera l'impact sur ses revenus, s'il bénéficie de revenus de mutuelle, de chômage. Voilà, ça c'est aussi des informations qu'on peut transmettre et ce qu'on propose à l'aidant, c'est de bien réfléchir en effet à toutes les conséquences de cette domiciliation, parce que ça veut dire que ça devient du 24 heures sur 24. Alors des aides professionnelles peuvent être maintenu à domicile malgré que ce soit le domicile de l'aidant. Mais voilà, les conséquences ne sont pas uniquement financières et fiscales. Ça peut être plus difficile de mettre ses limites quand on reprend son parent à domicile, évidemment. Ça a un impact sur toute la famille de l'aidant, parfois son conjoint, ses enfants. Enfin, voilà, ce ne sont quand même pas des choix anodins, mais c'est vrai qu'on invite les aidants à bien réfléchir, à bien peser les avantages, inconvénients pour eux, pour leurs proches, si possible, avant de prendre cette décision. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On arrive tout doucement au bout, donc je pense que ça c'est normal que au niveau de la fondation, il n'y ait pas d'autres remarques, pas d'autres... non. Voilà, moi je pense qu'on peut alors tout doucement mettre fin à cette session.